Bonjour, bienvenue sur yogaenligne.com. Ce guide est là pour vous donner des éléments de compréhension et vous permettre de pratiquer le Hatha Yoga dans les meilleures conditions. Rassurez-vous, vous n'avez rien à retenir de ce qui va suivre. Il est cependant indispensable de l'entendre au moins une fois. La pratique n'en sera que plus efficace et bénéfique. Le yoga que nous vous proposons est une forme traditionnelle du Hatha Yoga. Il agit à la fois sur le physique, l'énergétique et le psychique. C'est une science complète de santé, de bien-être, de purification et de transformation, notamment de l'activité mentale. En ce sens, suivre une séance de yoga en ayant l'attention sur une vidéo semble contre-productif. Cela disperse notre attention, rend l'intériorisation difficile et cela stimule particulièrement le sens de la vue qui est très lié à l'activité mentale. Pour toutes ces raisons, l'enseignement que vous allez découvrir est audio. Cette pédagogie est le moyen le plus adapté pour vous proposer une pratique profonde, apte à apaiser et véritablement transformer l'activité mentale et ses fluctuations. Lors des séances, la voix est là pour vous guider dans la pratique, mais des temps de silence et d'observation sont aussi proposés. Ils sont une invitation à savourer l'instant. Dans ce guide, nous allons explorer des éléments qui sont au centre de nos séances. La posture, la respiration, les points d'ancrage, avec notamment la contraction des muscles du périnée et la position des yeux, et nous verrons enfin deux techniques complémentaires, la visualisation et les mantras. Commençons par la posture. Dans le yoga, la posture entretient la santé du corps, permet d'éliminer des tensions, de gagner en souplesse et de développer l'énergie à l'endroit ciblé par la posture. On va tenir les postures quelques minutes, en fonction de son niveau, car le corps a besoin de temps pour se libérer et l'énergie a besoin de temps pour s'orienter et se développer. Imaginons que vous deviez arroser des pots de fleurs avec un tuyau d'arrosage. Si vous bougez le tuyau d'arrosage dans tous les sens, vous n'allez rien arroser. Vous allez mettre de l'eau partout, mais très peu dans chaque pot. Par contre, si vous restez immobile au-dessus de chaque pot de fleurs, chaque plante recevra suffisamment d'eau pour se développer. De la même manière, une posture de yoga doit être stable, immobile et tenue pendant un certain temps. Sinon, comment pouvons-nous cibler et développer correctement une zone du système énergétique ? Comment le corps peut-il avoir le temps de se libérer des tensions ? Retenez simplement que plus une posture est tenue longtemps dans l'immobilité, plus elle agira profondément au niveau énergétique, physique et psychique. Plus globalement, nous avons tous l'habitude d'être en mouvement. C'est l'essence du mental. Par contre, l'immobilité est souvent moins naturelle. En général, le mental fuit l'immobilité, car cela le transforme. En ce sens, l'immobilité des postures et la durée de pratique sont aussi un moyen d'assouplir et de déconditionner l'activité mentale. Toutes les postures proposées sur le site sont couplées à une respiration spécifique. La respiration nous permet d'alimenter correctement et de développer le système énergétique. Ce point est essentiel, car notre santé et notre bien-être sont étroitement liés à notre niveau d'énergie. Plus nous avons de l'énergie, plus nous nous sentons bien. La respiration est notre première source d'alimentation énergétique. C'est bien pour cette raison que nous respirons à chaque instant. L'avantage de la respiration, c'est qu'elle ne réclame aucun processus de digestion et permet de développer l'énergie sans être limitée. Par ailleurs, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous êtes agité, votre souffle est agité, et quand vous êtes calme, votre souffle est calme. Il y a un lien direct entre l'activité mentale et la respiration. Si le mental peut influencer la respiration, en maîtrisant sa respiration, on peut à son tour influencer le mental. Ce point est fondamental. La maîtrise du souffle est l'un des moyens les plus puissants pour avoir de l'emprise sur l'activité mentale et sur le mouvement des pensées. Dans notre éducation, nous accumulons du savoir et des compétences, mais rarement des outils pour gérer les pensées excessives. Ces pensées qui tournent en boucle, qui nous submergent et nous épuisent.
Mettons au placard cet aveu d'impuissance. La respiration est capable de modifier les réactions réflexes du mental, de diminuer durablement les pensées qui se manifestent, voire de les arrêter. Être dans la paix et le silence intérieur est accessible à tous, et c'est aussi pour cette raison que la respiration est centrale à toutes nos séances. De manière beaucoup plus concrète, la respiration se fera toujours par le nez, à l'inspiration comme à l'expiration. Respirer par le nez nous permet de stimuler certaines ramifications nerveuses, de filtrer l'air, de le réchauffer et de l'humidifier pour qu'il soit plus adapté aux poumons. Cette respiration par le nez sera généralement accompagnée d'Ujjayi. Ujjayi, c'est une légère contraction de la glotte qui permet de maîtriser la longueur de l'inspiration ou de l'expiration, un peu comme un robinet d'air. C'est aussi un moyen de canaliser l'attention du mental et de développer un centre énergétique situé au niveau de la gorge. Ujjayi est une technique qui siffle un peu. N'ayez pas peur de faire du bruit avec votre respiration, que ce soit d'ailleurs pour Ujjayi ou pour d'autres techniques de respiration. Pour Ujjayi, voilà à quoi ça peut ressembler à l'inspiration. Et à l'expiration. Juste une légère contraction de la glotte, toujours en respirant par les narines. C'est un peu comme si on se raclait légèrement la gorge, mais de manière continue, ou bien comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, mais la bouche fermée. Vous devriez sentir votre capacité à maîtriser le souffle. N'hésitez pas à mettre pause pour faire quelques essais. Si Ujjayi est encore timide aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Cela se débloque en général assez rapidement. Restons avec la respiration. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, les bébés respirent toujours par le ventre. C'est une faculté naturelle que nous perdons souvent à l'âge adulte. On est pressé, on se protège, et peu à peu la respiration se limite, perd de son naturel et remonte au niveau de la poitrine. Un élément essentiel à toutes les techniques de respiration est de pouvoir respirer en bougeant le ventre. De cette manière, on va pouvoir profiter de la pleine capacité pulmonaire. Assurez-vous d'être à l'aise avec la respiration abdominale. Vous pouvez l'observer ou la débloquer en plaçant une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. À l'inspiration, essayez de bien sortir le ventre et de pousser la main sur le ventre. Et à l'expiration, essayez de la faire rentrer. Le ventre devrait reculer et remonter légèrement. Dans tous les cas, la main sur la poitrine ne doit pas bouger. Vous pouvez faire cet exercice le souffle libre, mais aussi en retenant votre respiration pour bien sentir le mouvement du ventre. Je vous invite à nouveau à mettre pause pour faire quelques essais si vous en ressentez le besoin. La respiration partira toujours au niveau du ventre, mais on gonflera bien évidemment aussi la poitrine pour faire des rétentions du souffle à poumon plein. D'ailleurs, au niveau du vocabulaire, nous utiliserons souvent les termes pause à vide et pause à plein pour évoquer une rétention du souffle avec les poumons vides ou les poumons pleins. Dans la pratique, nous utiliserons différents rythmes de respiration qui nous permettront d'augmenter l'énergie, de l'équilibrer et de stabiliser l'activité mentale. Le rythme que vous retrouverez le plus souvent, c'est le 1-4-2. C'est une proportion, un temps d'inspiration, 4 fois plus longtemps en rétention à plein et 2 temps d'expiration. Par exemple, si j'inspire sur 5 secondes, je vais rester 4 fois plus longtemps en pause à plein, ce qui fera 20 secondes. Et je vais expirer sur 2 fois l'inspiration, ce qui fera 10 secondes. 5, 20, 10. Une proportion 1, 4, 2. Bien évidemment, c'est un exemple. Vous pouvez faire du 6, 24, 12, du 7, 28, 14, du 8, 32, 16, etc., etc. L'idée, c'est de conserver la proportion 1, 4, 2. Par contre, au lieu de compter comme je viens d'en faire l'exemple, il vous sera proposé d'imprimer ce rythme au feeling, à la sensation,
mais toujours le plus lentement possible. Au lieu de compter, nous prononcerons des mantras qui seront beaucoup plus intéressants au niveau de l'énergie. Je vous explique ça un peu plus loin. Parmi les respirations essentielles, nous avons aussi le Bhastrika, le soufflet du forgeron. Cette respiration nous permet d'éliminer des tensions physiques et mentales, de se libérer du stress et de développer l'énergie. Dans cette respiration, on va enchaîner l'inspiration et l'expiration de manière assez rythmée, en faisant attention de maintenir cette respiration seulement au niveau abdominal. La poitrine ne bouge pas. À l'inspire, le ventre sort et à l'expire, le ventre rentre. Le Bhastrika se fait avec autant d'amplitude à l'inspiration qu'à l'expiration, mais toujours avec du rythme et en respirant par le nez. Pour un rythme de débutant, ça peut ressembler à ça. Et pour un niveau plus avancé, ça peut ressembler à ça. Dans les séances, suivez simplement le rythme proposé. Au niveau du souffle, il nous reste une dernière technique un peu spécifique. C'est Kapalabhati, le nettoyage du crâne. Cette respiration met le mental en retrait et nous pose dans un état méditatif. C'est aussi un bon moyen d'éliminer la fatigue mentale. Dans cette respiration, on va faire seulement des expirations. L'expiration est active et l'inspiration est passive. Elle se fait grâce à l'élasticité abdominale et pulmonaire. Dans cette respiration, le ventre va bouger, mais c'est un effet secondaire. N'essayez pas de bouger le ventre volontairement, mais plutôt de faire des expirations qui partent au niveau du visage, un peu comme si on se mouchait, mais de manière très sèche, et en enchaînant les expirations. Pour un niveau intermédiaire, ça peut ressembler à ça, juste des expirations très sèches. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause pour faire quelques essais. Passons à présent au point d'ancrage, à commencer par la contraction des muscles du périnée. C'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Contrairement au sport qui utilise de l'énergie, dans le Hatha Yoga traditionnel, on développe de l'énergie. Pour orienter cette énergie et la condenser, Mula Bandha est essentiel. Mula Bandha, c'est la contraction des muscles du périnée. Pour les femmes, on va contracter au niveau du col de l'utérus et des muscles du vagin. Pour les hommes, on va contracter au milieu du plancher pelvien, entre l'anus et les sphincters génitaux. Si c'est délicat pour vous, contractez simplement comme si vous étiez en train de vous retenir d'aller aux toilettes. Cette base est généralement tenue du début jusqu'à la fin d'un exercice. Cela peut être délicat au début, mais ça deviendra rapidement un réflexe. Cette zone du corps est stratégique car elle est à la base de la moelle épinière. À cet endroit, il y a de nombreux nerfs qui convergent. En bloquant les muscles du périnée, je vais bloquer des nerfs. En bloquant ces nerfs, l'influx nerveux et l'énergie vont s'orienter naturellement vers le haut, vers la moelle épinière et le cerveau. Mula Bandha donne un pouvoir ascendant à l'énergie. Cette contraction jugule une déperdition naturelle de l'énergie. Elle permet de travailler en circuit fermé et lorsqu'elle est associée à certaines postures, elle crée une force apte à soulager la pression intervertébrale et participe grandement à éliminer des tensions et des douleurs au niveau du dos. Outre la base Mula Bandha qui pousse l'énergie, nous allons aspirer l'énergie dans un sens ou dans l'autre grâce à la position des yeux. Paupières fermées, on va faire converger les yeux vers le milieu du front, les yeux en Brahmadyadrishti, ou bien les faire converger et les tourner vers le sommet du crâne, les yeux en Shambhavi. Cette convergence du regard permet d'aspirer l'énergie dans un sens ou dans l'autre et stabilise l'activité mentale qui est très liée au mouvement des yeux. Passons aux deux derniers points de ce guide. Toujours dans le but de faciliter la circulation énergétique et de concentrer l'attention du mental, nous allons utiliser des visualisations et des mantras.
La visualisation, c'est principalement la visualisation de l'énergie qui monte et qui descend le long de la colonne vertébrale, plus précisément le long de la sushumna, le flux énergétique de la moelle épinière. On peut imaginer ça comme le mercure d'un thermomètre qui monte et qui descend. Cette visualisation se fera toujours au rythme du souffle et sera accompagnée de mantras que l'on va prononcer intérieurement, comme par exemple le mantra Am à l'inspiration et Sa à l'expiration. Un mantra, c'est comme le prénom d'une personne. Si je vous appelle par votre prénom, vous allez vous retourner, car cela fait écho en vous. Le son a créé une résonance particulière qui vous a stimulé, qui vous a appelé. Tout comme vous, l'énergie réagit à certains sons. Ainsi, si j'utilise un mantra plutôt qu'un autre, je vais appeler une tendance de l'énergie plutôt qu'une autre. Un mantra pourra être utilisé par exemple pour faciliter une bonne circulation ou une bonne diffusion énergétique au niveau de la moelle épinière. Il peut être utilisé pour stimuler ou pour équilibrer les tendances énergétiques du système nerveux autonome. Le mantra est aussi un bon outil pour développer des centres d'énergie, des chakras, ou pour absorber ou apaiser l'activité mentale. La visualisation et les mantras sont des techniques essentielles dans le Hatha Yoga. Cependant, si cela vous paraît trop difficile au début, vous pouvez vous en passer pendant quelques séances et les mettre en place dès que vous vous sentirez prêt. Nous en avons à présent terminé avec les éléments qui sont au centre de la pratique. J'aimerais terminer par quelques conseils. Pour chaque séance, faites de votre mieux, ni plus ni moins. Qu'importe si la posture n'est pas parfaite. La pratique donne de la souplesse au corps et de la liberté au souffle, mais ce n'est pas une nécessité de départ. Par ailleurs, si vous sentez que ça tire durant la pratique, notamment au niveau du dos ou des jambes, c'est tout à fait normal, car nous libérons peu à peu le corps. Par contre, si vous sentez que vous pouvez vous blesser, bien entendu, ne forcez pas et sortez doucement de l'exercice. Soyez à l'écoute, mais osez également sortir de votre zone de confort, particulièrement au niveau de la respiration. Osez aussi prendre le temps d'observer, de savourer les bienfaits que chaque séance vous procure. Pour les niveaux, ce qui les différencie, c'est beaucoup la durée des techniques et le rythme des respirations. Le niveau débutant est parfait pour découvrir. Néanmoins, ce niveau apportera moins de bienfaits que le niveau intermédiaire, que l'on peut considérer comme un bon niveau à atteindre et à conserver au quotidien. Au-delà du niveau intermédiaire, les séances deviendront plus exigeantes et correspondront à ceux qui ont déjà une bonne expérience dans la pratique. Eh bien, je crois que vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de détente, de bien-être et de sérénité. On se retrouve très vite pour votre prochaine séance. À bientôt.